Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un petit tour du côté de l'actu, ça faisait un petit moment. Faut dire ces dernières semaines c'était relativement calme, mais là il y a quelques trucs intéressants à aller observer. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Microsoft a peut-être arrêté de vendre des clés Windows 10 Home et Pro sur son store le 31 janvier pour tenter de faire passer le plus de monde possible vers Windows 11, mais vous pouvez toujours trouver et acheter des clés Windows 10 sur le site du sponsor de la chaîne, Godil24, qui passe maintenant sur ses promotions de printemps, où vous trouverez des clés légales et abordables pour Windows 10 Home et Pro, ainsi qu'Office 2021. Et si vous passez par les liens fournis dans la description de la vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le code de la chaîne VCG50 pour 50% de réduction sur les clés Windows, ou le code VCG62 pour les clés Office ou les packs Office plus Windows. Et en bas de la page sur le site, vous trouverez également les différentes indications pour procéder au paiement par PayPal. Et chaque licence activée et achetée est permanente et le site garantit la validité de ces clés et vous rembourse en cas de problème en contactant l'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ils vous accompagneront en cas de problème. Et comme d'habitude, merci à ceux qui passent par Godil24 pour acheter leur clé Windows, puisque ça aide la chaîne à rester en vie tout en ayant pour vous une clé Windows au bout. Donc merci à Godil24 et merci à vous. Et donc on commence avec Intel Arc, avec l'A380 qui apparemment serait en train de baisser de prix de manière non officielle en Chine, tout du moins, ce qui est plutôt intéressant puisque ça suit un petit peu la baisse de tarifs qu'on a eu dernièrement officiellement ce coup-ci sur l'A750. Et c'est vrai qu'à 115 $, l'A380, ben ça peut être quelque chose de plutôt intéressant, particulièrement comme carte dédiée à l'encodage de l'Heavy-One. Pas très cher, hein, puisque très clairement, si même en Europe on arriverait à la trouver aux alentours des 150 €, voire moins, ben ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puisque par exemple moi j'avais réussi à trouver en Europe, par exemple cette petite A380 de chez Guenier à environ 180 €, ce qui à l'époque était pas très cher, mais c'est vrai que depuis la baisse de tarif de l'A750, ça fait à peu près 100 balles de différence entre les deux. La 750 dans l'ensemble, c'est quand même un bien meilleur GPU. Donc bref, on verra comment ça se passe chez nous et si on arrive encore à trouver de la 380, ce qui est pas forcément hyper évident, et surtout à un tarif intéressant comme ça pourrait être le cas ici si cette baisse de prix venait à se démocratiser un petit peu plus dans le monde. Et on enchaîne chez AMD du côté des processeurs avec le Ryzen 7800 X3D qui doit arriver pour début avril. Alors on a eu les gros modèles de Ryzen 9 7950 et 7900 X3D qui sont sortis maintenant il y a quasiment 2 semaines, et je vous ai sorti le test du 7900 X3D il y a quelques jours. Bon, et dans l'ensemble, il y avait quand même pas mal de problèmes que ne devrait pas rencontrer le 7800 X3D, puisqu'apparemment il y a eu plusieurs slides officiels qui circulent en ce moment et qui montrent un petit peu la différence de performance entre le 7800 X3D et le 13900K d'Intel, et on voit que sur les jeux qui ont été retenus ici, on retrouve plus ou moins les écarts que l'on a avec le 7950 X3D et le 13900K selon les jeux, et des différents tests que l'on a vus à droite à gauche, on sait aussi que le 7800 X3D dans certains cas pourrait apporter de meilleures performances que le 7950 X3D et aussi que le 7900 X3D. Alors après bien évidemment c'est du marketing, on se doute bien que le 7800 X3D ne sera pas 24% plus rapide que le 13900K en moyenne. Là, ce sont vraiment des jeux où excelle le 7800 X3D par rapport au processeur d'Intel. Dans la logique, on devrait se retrouver très légèrement au-dessus du 13900K, mais pas de façon absolument énorme. Mais malgré tout, ça restera un processeur qui coûtera moins cher que l'alternative de chez Intel. Mais bon, ça restera quand même un processeur possiblement un petit peu chéro, puisque chez nous, ça devrait se trouver aux alentours des 500 €, puisque le tarif officiel c'est 450 $. Après la conversion en euros et l'ajout de la TVA, on se retrouve plus ou moins à 500 balles. Et c'est vrai qu'actuellement, par exemple, on peut trouver du 13900 KF aux alentours des 600 €, voire très légèrement plus. Ça reste un écart d'environ 100 balles, mais c'est vrai que le 13900K, par exemple, en applicatif, sera outrement plus performant que ce 7800 X3D. Donc bref, même s'il se retrouve très légèrement au-dessus du côté du gaming, est-ce que la différence de prix est assez marquée pour perdre autant de performance en applicatif? Bon, ça dépend des cas et des envies de chacun. Ça restera un processeur particulièrement intéressant pour jouer, mais c'est vrai que le tarif dans un premier temps sera probablement un petit peu élevé comme l'était le tarif du 5800 X3D à sa sortie. Et c'est vrai qu'en parallèle de ces lancements de nouveaux processeurs chez AMD, on voit que les tarifs des processeurs de chez Intel baissent très légèrement, même chez nous, puisqu'actuellement, par exemple, chez PC Componentes en Espagne, on peut trouver du 13700 KF aux alentours des 400 €, ce qui est un prix relativement intéressant. Et on voit que, par exemple, en Chine également, des modèles exprès dédiés au marché chinois sont en train de baisser de tarif aussi,
comme cette i5 13490F, qui est un petit processeur qui serait plutôt intéressant d'avoir chez nous, j'avoue, puisqu'au niveau des specs, il est quand même relativement intéressant, tout comme l'i7 13790F. Alors ce sont des processeurs qui sont dédiés au marché chinois, on en a déjà parlé il y a quelques temps, puisque par exemple si on compare le 13400F à ce 13490F, on voit qu'au niveau des specs, au niveau des fréquences, c'est légèrement plus élevé pour ce modèle réservé au marché chinois, avec en plus de cache de niveau 3, et on le sait, le cache de niveau 3, ça bénéficie particulièrement au gaming, et vu que le tarif est relativement similaire aux processeurs qu'on retrouve chez nous, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ces processeurs de disponibles chez nous, justement. Et on enchaîne du côté des drivers qui rencontrent des problèmes, que ce soit chez AMD et chez Nvidia dernièrement, du côté des GPU. Alors chez AMD, dans un premier temps, on avait un souci de driver. Quand il y avait une mise à jour de Windows et qu'on faisait la mise à jour des drivers en même temps, ça pouvait briquer le système, plus ou moins, entre guillemets. C'était un bug très rare, mais qui pouvait arriver. Et apparemment, je sais pas si c'est résolu complètement, mais ça semble mieux se passer dernièrement, mais quoi qu'il arrive, faites quand même attention pour l'instant. Il y aura aussi un petit problème du côté des performances sur 3D Mark avec les 7900 XTX et XT. Bon, 3D Mark, c'est pas bien grave. La plupart du temps, 3D Mark, ça sert à rien. Et du côté de chez Nvidia, on avait aussi eu un problème du côté des drivers. Donc les problèmes de drivers, ça n'arrive pas que chez AMD, ça peut aussi arriver chez Nvidia. Là, ce qui se passait, c'est qu'avec un des derniers drivers, donc c'était les 531 quelque chose, alors ce qui se passait, c'est qu'en gros, vous utilisiez votre GPU comme d'habitude, vous lanciez un jeu, et quand vous arrêtiez le jeu, le driver avait toujours un process qui restait activé en arrière-tâche, qui pouvait augmenter la consommation du processeur, enfin les performances du processeur aussi d'environ 10%, ce qui pouvait poser problème à la longue. Et une manière de corriger le problème, c'était plus ou moins juste de rebooter par exemple. C'est pas dramatique non plus, c'est pas un bug hyper gênant. Mais quand même, ça aurait été corrigé avec un hotfix, et ce sera probablement complètement corrigé avec le futur driver officiel, on va dire. Donc bon, si vous avez installé le driver en question, faites quand même attention, même si c'est pas un bug hyper gênant, c'est tout de même gênant. Je dirais que le seul problème, c'est que ce driver corrigé avec hotfix, il n'est pas très simple à trouver, puisqu'on peut pas le retrouver avec une recherche des drivers sur le site d'Nvidia directement. Il faut avoir un lien direct, ce qui est pas très pratique, ça aurait été plus simple de le mettre dans les drivers bêta, mais bref, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Tout ça pour dire au final que les problèmes de driver, ça affecte les deux marques. Il y a parfois des petits problèmes, ça arrive. Et pendant qu'on parle d'Nvidia, on a des petites rumeurs sur la RTX 4070. Alors, on sait qu'elle doit arriver incessamment sous peu, entre guillemets. On savait que ça allait tourner autour du mois de mars-avril, selon les rumeurs. Bon, ça semble se préciser un petit peu que ce serait pour le mois d'avril. On a des rumeurs qui, apparemment, nous indiqueraient que ce serait pour le 13 avril. Donc ça devrait arriver quand même relativement rapidement, puisque c'est dans environ un mois. Après, bien évidemment, les grandes questions pour cette future 4070, c'est surtout son tarif et ses performances. Au niveau des performances, on se doute plus ou moins à la vue des specs que ça devrait tourner aux alentours des performances de la RTX 3080 de la génération précédente, avec 12 Go de RAM, et peut-être des performances légèrement supérieures en 1080p, 1440p, et probablement en 4K aussi, mais peut-être pas tant que ça, on verra bien au moment des tests. Par contre, le tarif, c'est ça qui dictera un petit peu si cette carte est intéressante ou pas. Jusqu'ici, les RTX 4000, c'était quand même très cher dans l'ensemble, même la 4070 Ti, ça reste très cher. La 4070, on verra bien ce que ça donne. On n'a pas de grands espoirs, on peut le dire quand même, que le prix soit au même niveau que la 3070 de la génération précédente. À mon avis, on devrait plutôt tourner aux alentours du tarif de la 3070 Ti, à savoir environ 600 $, ce qui chez nous l'amènerait forcément plus aux alentours des 650-700 €. Alors j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal à penser que la carte sorte à 500 $, ce qui l'amènerait aux alentours des 550 €. Ce serait très bien si c'est le cas, mais j'y crois pas des masses. Je pense vraiment plus qu'Nvidia va se diriger vers les 600 $, et là ça amènera la carte chez nous aux alentours des 670 €. Et là, on est vraiment très proche du tarif de lancement de la 3080, pour des performances très proches de la 3080. 2 ans et demi plus tard, ça fait pas spécialement rêver si c'est ce qu'on retrouve dans le commerce. Bon, on verra bien. Personnellement, je prends l'option pessimiste pour l'instant, et j'aimerais bien être agréablement surpris, mais j'ai peu de doute que ce soit le cas. Nvidia toujours, mais du côté des RTX 3000 ici. Alors apparemment, les modèles Founders Edition ne seraient plus disponibles à la vente
en Europe, aux États-Unis non plus d'ailleurs. Ce qui n'est pas vraiment ultra surprenant. On avait vu il n'y a pas si longtemps que ça qu'aux États-Unis, il y avait quand même eu un écoulement des stocks des RTX 3000 à des tarifs assez intéressants. C'est malheureusement jamais arrivé jusque chez nous, mais il y avait eu de fortes baisses de tarifs, par exemple sur la 3080 qui avait été proposée à des tarifs hyper intéressants pendant quelques temps aux États-Unis. On aurait bien aimé en avoir aussi chez nous, mais bref, bon. Que les RTX 3000 Founders Edition disparaissent de la boutique à l'heure actuelle, je trouve pas ça hyper surprenant. On est passé à la nouvelle génération, comme d'habitude, il y a un moment où les cartes de la génération précédente, en Founders Edition, disparaissent au fil du temps. Bon là ça commence à disparaître, malgré tout ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas repopper à un moment ou à un autre pour un fond de tiroir ou quelque chose, j'en sais rien, puisqu'il n'y a pas de communication officielle sur le sujet. Et en parallèle de la disparition des modèles Founders Edition, on aurait un autre nouveau modèle de RTX 3060. Alors après la RTX 3060 8Go, on aurait une RTX 3060 12Go mais avec GDDR6X à la place de la GDDR6 classique. Donc ici on devrait avoir une 3060 légèrement plus performante que le modèle de 3060 12Go classique. Bon, c'est encore à l'étape de rumeur à l'heure actuelle. Personnellement, je ne serais pas vraiment surpris que ça apparaisse. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si ce modèle arrive vraiment dans le commerce, en toute logique, si c'est comme avec la 3060 Ti en GDDR6X aussi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, bon, ça devrait être légèrement plus cher que le modèle de base, qui est déjà relativement cher dans l'absolu à l'heure actuelle. Je trouve que c'est beaucoup trop cher la 3060, même encore maintenant, même avec les petites baisses de prix qu'on commence à voir. Pour moi, c'est trop cher. Donc, quel intérêt? Bon, l'intérêt, c'est principalement pour Nvidia, puisqu'ici, ce serait une 3060 basée sur la puce GA104 et non pas le GA106 habituel. Donc, ça voudrait dire que ce sont des puces qui, normalement, sont destinées à être des 3070, 3070 Ti ou 3060 Ti. Et là, ce serait recyclé en modèle inférieur. Pourquoi Nvidia fait ça? Tout simplement parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus compliqué d'écouler les 3070, par exemple. Et c'est vrai qu'au niveau des tarifs, elles sont pas hyper intéressantes. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée prochaine en plus de la 4070, ça va être de plus en plus compliqué. On a bien compris que la manière de procéder d'Nvidia, c'était de ne pas baisser les prix et d'essayer de jouer la montre pour écouler les stocks petit à petit. En recyclant du GA104 sur les RTX 3060, ça permet de les écouler à un tarif pas non plus totalement déconnant. Tout du moins, ça permet de ne pas casser les tarifs sur la gamme 3070 ou 3060 Ti classique. Alors certes, ça leur rapporte un petit peu moins, mais ça leur rapporte toujours plus que s'ils avaient baissé les prix fortement. Bon, on n'est pas tellement gagnant dans l'histoire. Et enfin, Nvidia toujours, mais indirectement ici, puisque Cyberpunk 2077, encore lui, on devrait enfin avoir le patch RT Overdrive qui sera présenté à la GDC. Et ça va être intéressant de voir ce que ça donne, ce nouveau mode Ray Tracing Overdrive, puisque là on serait sur du quasiment pass tracing sur Cyberpunk 2077, et ce serait la première fois qu'un jeu aussi moderne entre guillemets, justement, est un mode avec du presque pass tracing. Alors bien évidemment, un mode de Ray Tracing encore plus gourmand que le mode Psycho actuel, ça veut probablement dire tout simplement que ça ne tournera pas sur autre chose que sur les RTX 4000 avec DLSS 3. Ce qui est un petit peu dommage, puisque je suis sûr que du côté du rendu visuel, ça sera probablement plutôt sympatoche. Donc on en apprendra plus à la GDC qui a lieu à la fin du mois, on verra ce que ça donne. Personnellement, je suis plutôt curieux de voir principalement ce que ça donne du côté du rendu. GDC 2023 toujours, mais du côté de chez AMD ici, puisqu'on devrait peut-être en apprendre un petit peu plus du côté du Fidelity FX, et peut-être du coup du côté du FSR 3. Alors le FSR 3, AMD en a parlé au moment de la sortie des RX 7900, et c'est vrai que depuis, c'est le silence total. Ce serait bien qu'on en apprenne un petit peu plus, puisque je pense vraiment qu'AMD a vraiment nécessité d'avoir quelque chose à mettre en face du DLSS 3. Ce serait bien, et ce serait sûrement l'occasion de présenter la chose d'une manière ou d'une autre, ou tout du moins d'en reparler, même si ça sort pas tout de suite. Au moins d'en apprendre un petit peu plus, c'est toujours bon à prendre. Et on enchaîne du côté chez AMD, mais du côté des cartes mères, puisqu'on commence enfin à voir débarquer des cartes mères chez AMD en AM5 à 125 $. C'était une des promesses d'AMD au lancement de la plateforme AM5, d'avoir des cartes mères à partir de 125 $. Et on n'en avait eu aucune jusqu'ici, et on commençait à se dire que ça n'allait pas arriver avant justement l'arrivée de la 620, qui est une puce. Enfin, c'est un chipset B650 légèrement bridé, et on s'attendait à ce que les cartes mères à 125 balles commence à débarquer à ce moment-là. Bon,
Là, on a ASRock qui a sorti une carte mère en B650 à 125 $. Bon, c'est de l'entrée de gamme, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que ce type de carte mère, ça peut suffire pour faire tourner du 7600, 7600X, voire 7700. Et même, très probablement aussi, le futur 7800X 3D qui devrait tourner sans trop de problèmes sur ce type de carte mère, puisque de toute façon, ça consomme pas grand chose. Donc bref, affaire à suivre, mais c'est vrai que du côté des cartes mères, sur la M5, les cartes mères en B650 ont tendance à baisser de tarif en ce moment, et on a des tarifs bien plus raisonnables dans l'ensemble qu'à une certaine époque, même si ça reste encore relativement coûteux. Carte mère toujours, mais du côté de chez Asus ici, carte mère originale, hein, puisque c'est du B760 Intel, mais ce qui est intéressant avec cette carte mère, eh bien c'est qu'on aurait les connecteurs sur l'arrière de la carte mère. Alors apparemment, Asus vend également un boîtier qui va bien pour cette carte mère, justement pour utiliser la feature, mais ce qui est plutôt intéressant ici, c'est que du coup, du côté du câble management, bah, c'est un petit peu plus simple et un petit peu plus propre, puisqu'il n'y aurait pas besoin de faire passer les câbles sur le devant. Alors après tout, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, c'est pas forcément une mauvaise idée. On avait déjà eu Gigabyte qui avait fait un petit peu la même chose il y a quelques temps, où on avait même eu des GPU où il y avait le connecteur qui était sur la tranche, il me semble, ce qui fait qu'on ne voyait pas les câbles non plus. Donc après tout, pourquoi pas, hein. Pour moi c'est pas une mauvaise idée, même si c'est un usage peut-être un petit peu niche. Mais pourquoi pas. Toujours du côté des trucs un petit peu exotiques, on passe du côté de la RAM. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois. On a de la RAM avec des kits de 24 ou 48 Go de RAM qui commencent à débarquer. Et c'est des capacités de RAM un petit peu différentes, hein, on va dire, parce que d'habitude on passe plus de 8, 16, 32. Là ce serait du 24-48. Et jusqu'ici on avait principalement des kits de RAM qui allaient jusqu'à 5600 MHz. On avait vu qu'il y avait des modèles chez Crucial et chez Corsair. Et bien là apparemment Corsair sortirait un nouveau modèle avec de la RAM un petit peu plus véloce, puisque ce serait de la 7000. Et bon, ça devient un petit peu plus intéressant du coup, reste encore à voir le tarif, hein. Mais c'est vrai que les fabricants de RAM semblent se diriger vers ce type de kit de RAM, puisqu'on a aussi G-Skill qui a annoncé justement un kit de RAM à 48 Go en DDR5 8000 CL38, donc là c'est de la gamme un petit peu plus haut de gamme. Donc c'est très probablement des quantités de RAM qui sont appelées à se démocratiser un petit peu plus. Et apparemment, ben, ça poserait problème par exemple chez AMD, hein, puisque c'est le nouveau kit de RAM, justement, ça fonctionnerait pas hyper bien pour l'instant sur le B650, donc on s'attend à ce qu'il y ait de nouveaux BIOS qui mettent ça à jour pour améliorer la prise en charge de ces kits de RAM, justement, sur la M5. AM5, hein, c'est vrai que du côté de la RAM, c'est un petit peu capricieux, du côté de la DDR5 jusqu'ici. Ce serait bien que ces petits problèmes de jeunesse soient corrigés rapidement. Exotisme toujours, mais du côté des GPU avec Gigabyte, qui nous sortirait des modèles de 6800 XT, mais plus grosses. Pourquoi? Alors je sais pas trop, hein, parce que bon, la 6800 XT, ce sont pas des cartes qui consomment et chauffent énormément, on va dire. Donc de nous sortir des nouveaux modèles énormes, et je pense que c'est du recyclage de Ventirad d'autres gammes et d'autres modèles, hein, qui sont sûrement un petit peu plus gourmands. Bon, pourquoi pas, c'est peut-être une histoire d'économie pour eux, mais c'est vrai qu'à l'usage, bon, le seul côté pratique, c'est que ça ferait peut-être un petit peu moins de bruit et chaufferait peut-être un petit peu moins. Et l'autre nouveauté, ben, ce serait qu'il y aurait 3 connecteurs 8 pins au lieu de 2 du côté de l'alimentation. Alors j'avoue que j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre l'intérêt de sortir ça maintenant, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a une certaine mode, hein, chez les fabricants de GPU, enfin chez les partenaires fabricants de GPU, de faire des cartes absolument immenses en ce moment, puisque la tendance a l'air d'être au plus gros c'est, au mieux c'est, même si moi j'ai plutôt tendance à dire, il y a un moment c'est trop gros, et j'en sais quelque chose, mais du coup je comprends pas trop ce qui se passe ici, mais pourquoi pas. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'actu pour aujourd'hui. Si la vidéo vous intéressait, ben comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!